Qu'est-ce que la volonté du législateur? C'est un argument qui consiste à faire appel à l'intention de l'auteur du texte. Le plus souvent, on aura recours aux travaux préparatoires de la loi, c'est-à-dire aux éléments dont le législateur avait officiellement connaissance au moment où il prenait sa décision. Il peut s'agir ainsi de documents parlementaires, comme le projet ou la proposition de loi, mais encore l'exposé des motifs, les rapports des commissions parlementaires, voire les débats en séance diffusés à la télévision. Par exemple, l'article 425 du Code civil prévoit que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles, qui l'empêcherait d'exprimer sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. La question s'est alors posée au juge de savoir si l'on pouvait inclure dans ce texte la dépression et le choc post-traumatique, notamment le choc psychologique subi après un accident de la circulation par exemple. Or, en lisant les travaux préparatoires consacrés à cet article, on s'aperçoit que dans les débats parlementaires, les députés et les sénateurs ont fait expressément mention de la dépression et même du choc post-traumatique. L'argument consiste ainsi à se prévaloir de la volonté historique du législateur pour déterminer le champ d'application du texte. Néanmoins, il existe un débat sur la pertinence de cet argument. En effet, le Parlement, qui est une assemblée de plusieurs personnes, peut-il avoir une intention bien précise et unique? En outre, chercher l'intention, n'est-ce pas faire une application politique du texte, alors même qu'il existe une séparation des pouvoirs entre le juge et le législateur, et aujourd'hui encore, ce débat n'est pas complètement tranché. Et comme toujours, il y a même encore d'autres subtilités. En effet, la volonté du législateur n'a pas un sens unique. Elle prend parfois la forme de l'argument téléologique, c'est-à-dire d'un argument qui consiste à identifier la finalité poursuivie par le texte. C'est alors la volonté fonctionnelle du législateur. Cet argument est d'ailleurs le même qu'en matière d'analogie. On va rechercher la raison d'être du texte. La ratio legis, c'est le but objectivement poursuivi par le texte, même s'il ne le formule pas explicitement. En d'autres termes, c'est l'esprit du texte, la raison pour laquelle il a été conçu. Et cette finalité va permettre, une nouvelle fois, de déterminer le champ d'application du texte. Alors, prenons un exemple pour mieux comprendre. La Cour de justice de l'Union européenne a dû se prononcer sur le fait de savoir si un retard de vol pouvait être assimilé à une annulation d'un vol. L'enjeu de la question était le montant de l'indemnisation qui était beaucoup plus important en matière d'annulation qu'en matière de retard. Si l'on s'en tient à la lettre des règlements, il y a retard du moment que le vol est décalé dans le temps et il y a annulation si le vol n'est pas remplacé. Mais alors, peut-on dire qu'il y a seulement retard lorsque le vol est décalé de plus de 24 heures et que les passagers doivent passer une nuit à l'hôtel et prendre l'avion seulement le lendemain matin? Est-ce que, du point de vue des faits, ce n'est pas en réalité une annulation? Si la raison d'être de l'annulation, autrement dit la finalité de l'annulation, est de protéger les passagers, alors, contrairement à la lettre du texte, un retard excessif pourra être interprété comme étant une annulation. L'esprit sera ici considéré comme plus important que la lettre du texte. Mais on peut aller encore plus loin. Et à l'extrême limite, certains auteurs proposent de raisonner non pas à partir d'un législateur historique, mais à partir d'un législateur idéal, c'est-à-dire du législateur qui choisirait forcément la meilleure solution. Ainsi, par exemple, il ne prendrait pas de décision absurde. Et la Cour de cassation a ainsi refusé d'appliquer un scrutin binominal sur envoi d'un texte à un autre pour élire le bâtonnier de l'ordre des avocats. Pourquoi? Parce que, précisément, il serait absurde d'élire 2 personnes alors même qu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. De même,
on peut voir une application de l'argument du législateur idéal dans toutes les interprétations qui sont évolutives et créatrices. Dans le fameux arrêt Gender de 1930, les juges ont par exemple créé un régime général de responsabilité du fait des choses afin de mieux indemniser les victimes des accidents de la circulation. Ces solutions sont ici à l'opposé du respect de l'intention d'un législateur historique. C'est dire à quel point la seule référence à l'intention du législateur peut être ambiguë. Alors, que faut-il retenir? Premièrement, que l'intention du législateur peut vouloir dire trois choses bien différentes. Premièrement, cela peut vouloir dire se fonder sur la volonté historique et utiliser les travaux préparatoires. Deuxièmement, cela peut vouloir dire se fonder sur la raison d'être du texte. Et troisièmement, cela peut vouloir dire raisonner à partir d'un législateur idéal et améliorer les solutions en vigueur. Deuxièmement, le recours aux travaux préparatoires est controversé et discuté depuis le début du XXe siècle et aujourd'hui encore. Troisièmement, l'argument téléologique, également utilisé en matière d'analogie, ne se distingue pas de la raison d'être du texte, comprise comme la fonction ou le rôle que joue le texte. Vous voulez en savoir plus? Comprendre la différence entre occasio legis et ratio legis, distinguer la téléologie explicite et implicite, connaître ce qu'est la réduction téléologique, tout se trouve dans l'ouvrage Argumentation juridique, dont les références sont dans la description.